municipal. Conseil qui, comme la dernière fois, donc, est retransmis en direct, de manière à ce que nous ayons un maximum de Hayanaises et de Hayanais qui puissent en profiter et le suivre, suite à un certain nombre de remarques qui nous avaient été faites, en particulier concernant le son et les cadrages. Donc ça a été pris en compte pour cette fois-ci, donc normalement ça devrait être mieux. Donc on verra au prochain conseil, vous nous ferez le retour. Nous avons un certain nombre de procurations, en particulier donc Nicolas Guillain qui a donné procuration à Monique Dardot, Agnès Saint-Genès à Jean Fourcault et Gaël Gadiou à Pierre Chaigne. Je vous propose de désigner Laurent Dupuy-Barter comme secrétaire de séance et Éric Fabre comme secrétaire de séance suppléant. Avant d'aborder donc l'ordre du jour, comme c'est la tradition, quelques informations concernant donc la vie municipale puis des communications. Tout d'abord, vous dire que, comme vous avez pu le constater si vous y êtes passé, le campement de la rue de Venteuil donc, a été évacué, nettoyé et sécurisé, puisque aujourd'hui même, les services de la métropole donc, ont cassé la dalle. Et donc le site n'est désormais plus accessible, et en tout cas il présente des conditions de sécurité qui devraient éviter de nouvelles installations sauvages. Deuxième information importante, nous nous sommes rendus la semaine dernière avec Ludovic Guiton à la préfecture, puisque, comme vous le savez, le préfet a souhaité mettre en place un comité de suivi au sujet donc des vols d'essai de Rafale qui vont démarrer incessamment sous peu, puisque une première série de pilotes, en particulier donc les Qataris, vont démarrer leur transformation à partir du 8 avril prochain et jusqu'au 7 juin. Vous avez pu probablement donc le lire dans la presse. Nous allons donc avoir quelques semaines un petit peu difficiles du point de vue acoustique. Vous dire simplement que ce que nous avons eu comme information complémentaire, c'est le nombre exact de vols, c'est-à-dire 63, soit 126 mouvements, donc 63 d'atterrissage et 63 décollages, que ces mouvements auront lieu du lundi après-midi jusqu'au vendredi midi, que tout a été mis en œuvre, en particulier au niveau de l'atterrissage, pour utiliser ce qu'on appelle les procédures de break, c'est-à-dire une procédure qui permet à ces engins volants de rester très haut dans le ciel et de descendre au plus bas dans l'enceinte de l'aéroport pour minimiser le bruit pour les riverains. Néanmoins, et ça a été une petite découverte pour nous lors de cette réunion, les 9 pilotes concernés vont devoir au moins une fois, et ça sera donc probablement dans les premiers jours, faire un atterrissage dit classique, ce qu'on appelle un atterrissage ILS, en utilisant donc les instruments qui sont habituellement utilisés par les avions de ligne. Et donc ces premiers atterrissages vont générer incontestablement du bruit. Nous avons demandé à avoir, dans la mesure du possible, des créneaux horaires sur lesquels ces décollages et atterrissages auraient lieu. On nous a expliqué clairement que pour des raisons de sécurité, ce serait totalement impossible. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire à cette étape. Vous avez peut-être vu que cette semaine, il y a eu un Rafale qui est passé très vite. Donc il ne s'agit pas encore du démarrage de ces opérations. Il s'agit simplement de vols de livraison, en fait. Lorsque les clients viennent prendre possession des Rafales, il y a une première prise en main. Et à ce moment-là, effectivement, les avions sont amenés à survoler notamment le Hayan et Ézine. Voilà. Enfin, vous dire aussi que nous avons une très bonne nouvelle, vous avez pu le voir dans la presse puisque ça a été largement relayé, c'est que le groupe Safran a décidé de consolider son implantation sur la commune, puisqu'ils vont investir 68 millions d'euros sur le site qu'ils occupent déjà pour développer une activité autour de l'impression 3D. Donc c'est un très bel investissement, ce sera un bâtiment d'environ 10 000 mètres carrés. A priori, une construction de bâtiment sur l'année 2020 et les premières équipes devraient s'installer probablement en 2021. Dans un premier temps, environ 90 emplois et à terme, 200 emplois donc sur le site hayanais. Donc nous sommes très contents puisque le développement économique, et je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter, c'est un des axes forts sur lesquels nous devons nous focaliser pour notamment générer des recettes fiscales.
Alors, concernant les communications dites officielles, donc en application des articles L 21, 22-22 et 23 du Code général des collectivités territoriales et de la délibération numéro 414 du Conseil municipal du 4 avril 2014, je vous informe que j'ai donc été amenée à signer les décisions municipales suivantes. Tout d'abord, donc, un avenant au marché de conception-réalisation des travaux de reconstruction du clubhouse du foot, dit chalet du foot, suite donc à l'incendie qu'il avait subi il y a environ 2 ans. Cet avenant, donc, ce contrat, plus exactement ce marché qui a été attribué donc à Emmaüs Gironde, avait pour objet de modifier en fait le calendrier de réalisation, donc qui devrait aller jusqu'au 14 août 2019 si tout va bien. Pour ceux d'entre vous qui sont passés à côté des installations du stade aujourd'hui, vous avez pu constater que ça y est, les travaux ont démarré puisque les vestiges brûlés du chalet donc ont été démolis cet après-midi même. J'ai aussi donc signé un autre document fixant les tarifs de la classe de découverte qui profitera donc à 3 classes de l'école de la Luzerne qui partiront à Saint-Georges-de-Didonne, voilà, du 1er au 3 avril 2019. Cela concerne donc les classes de mesdames Kouloudou, Da Silva et Ruiz. Le coût séjour par enfant s'élève à 136 €. Comme d'habitude, bien sûr, ce n'est pas le reste à charge pour les familles, puisque vous le savez, ici, nous pratiquons une politique où on applique donc des quotients familiaux, mais que malgré tout, si des familles avec le reste à charge qu'elles auraient à supporter n'auraient pas les moyens de le faire, le CCAS se tient bien évidemment à leur disposition pour envisager une éventuelle aide complémentaire. Troisième décision, nous avons préempté un bien situé au chemin de Moriès. Il s'agit d'une parcelle, d'une surface totale de pratiquement 5900 mètres carrés, achetée donc par la ville au prix de 450 000 €. Il s'agit donc de ce terrain, plus, alors à ce montant-là se rajouteront 32 400 € TTC, qui sont les commissions d'agence. Ce terrain, nous avons souhaité le préempter pour une raison simple, c'est que vous le savez, sur le prochain mandat, nous aurons un groupe scolaire complet à constituer et que nous anticipons d'ores et déjà en faisant quelques acquisitions foncières. Il se trouve que l'école des Tauzins se trouve à proximité. Et donc, par conséquent, c'est une des options qui pourrait s'ouvrir à nous pour éventuellement constituer un groupe scolaire. Donc aujourd'hui, rien n'est décidé, mais par anticipation, nous avons souhaité acheter ce terrain que nous achetons donc à un prix tout à fait raisonnable, puisque c'est un terrain qui est à 85 € le mètre carré. Il y a fort longtemps que nous n'avons pas eu des terrains à ce prix-là sur le Hayen. Quatrième décision donc, que j'ai prise, c'est de retenir dans le cadre d'un marché de travaux, le numéro 2018-12, différentes sociétés concernant les travaux de construction de l'espace de la Sablière. Alors il s'agit de la société DSE qui s'occupe de la démolition pour un montant de 13 205 €, la société NGE Fondation qui réalisera donc ces travaux pour un montant de 15 194 €, et la société Décomar qui s'occupera des faux plafonds pour un montant de 2 716 €. Nous avons aussi retenu donc dans le cadre de l'accord cadre 2018-10 concernant les réalisations de travaux d'éclairage public de sociétés. En première position, la société Atlantique Réseau. En deuxième position, la société Chantier d'Aquitaine. Ces accords cadres donc, porteront sur des marchés annuels qui peuvent aller de 15 000 € hors taxe à 100 000 € hors taxe. Et cet accord cadre sera donc valable 1 an, reconductible 3 fois au maximum. Et enfin, dernière attribution à l'association JAL Solidarité située au Hayan pour les lots 1, 2 et 3 qui correspondent à la surveillance des abords des sites scolaires, l'entretien des locaux municipaux et des renforts pour les services manifestations et environnement du centre technique municipal. Donc il s'agit de la signature d'un accord cadre numéroté 2019-5 qui a pour objet l'insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté. Cet accord cadre, donc là aussi, est signé à compter du 25 mars 2019 et courra jusqu'au 31 décembre 2020 et il pourra être reconduit pour une durée supplémentaire de 2 ans.
Alors, je vais vous proposer qu'on passe à l'ordre du jour du Conseil. Donc, monsieur le secrétaire, nous allons pouvoir démarrer. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Délibération 16-19. Dissolution du syndicat intercommunal à vocation multiple, le CIVOM. Jalles-Sul-Médoc. Décision, Madame le maire. Pardon, ce fameux syndicat intercommunal à vocation multiple, CIVOM Jalles-Sud-Médoc, donc vit déjà depuis plusieurs années. Initialement, il couvrait plusieurs domaines. Au fil du temps, donc, ces domaines de compétences ont un peu naturellement disparu et il restait dans son giron uniquement la gestion de la salle de sport dite Pierre-et-Thémard qui est située en face du lycée Sud-Médoc. Il se trouve que cette salle va donc être désormais vendue donc à la région qui a accepté de la reprendre dans la mesure où elle sert quand même en grande partie aujourd'hui aux lycéens donc de Sud-Médoc et que il y a déjà un certain nombre d'années il y a eu un toilettage qui avait été fait sur des syndicats et le CIVOM avait obtenu une petite grâce le temps justement de régler la domanialité et la propriété donc de ce fameux gymnase. Donc il va changer de propriétaire officiellement à la fin de l'année scolaire, donc tombant dans le giron de la région. Le CIVOM n'a donc plus d'objet et par conséquent, donc, nous allons dissoudre le CIVOM au 31 décembre 2019. Et donc, on vous propose donc d'acter cette dissolution, comme le feront nos collègues des villes voisines qui étaient impliquées avec nous, à savoir Le Taillan, Saint-Aubin et Saint-Médard-en-Jalles. Y a-t-il des questions sur cette dissolution? Je vous propose qu'on passe au vote. Des votes contre? Des abstentions? Donc on l'adopte à l'unanimité. Délibération 18-19. Autorisation de demande de subvention auprès de la Nouvelle-Aquitaine. Excusez-moi, 17-19. Autorisation de demande de subvention auprès du Centre national de la chanson et des variétés et du jazz. Programmation de l'entrepôt. Rapporteur, Madame le maire. Alors cette délibération et la numéro 18-19 ont le même objet, c'est-à-dire nous autoriser à solliciter, en l'occurrence deux organismes. D'un côté, le Centre national de la chanson et des variétés du jazz, qu'on appelle ici donc CNV, pour venir soutenir en fait l'activité de programmation donc de notre salle de spectacle. Il se trouve que comme nous avons une programmation pluridisciplinaire, un certain nombre d'événements forts au cours de l'année, nous pouvons prétendre donc à ces aides. Et donc, ce qu'on vous demande, c'est tout simplement d'adopter en fait cette proposition de solliciter le CNV. Des questions? Non? Est-ce que si on vote les deux délibérations ensemble, est-ce que ça vous pose un problème? Parce que l'objet est le même, la seule chose, c'est que nous sollicitons le fonds créatif de la Nouvelle-Aquitaine pour même cause, même conséquence. Donc on vous propose de voter ensemble les deux, numéro 17 et numéro 18, si vous en êtes d'accord. Pas de questions non plus sur la suivante. Très bien. Donc, y a-t-il des votes contre? Des abstentions, donc on l'adopte à l'unanimité, les 17 et 18. Et on vient de me signaler à juste titre que nous avons oublié de vous faire approuver le PV du conseil municipal du mois de février. Est-ce que ce PV appelle des remarques de votre part? Monsieur Chaigne. Oui, non seulement il y a celui du mois de février, mais ceux des deux précédents conseils qu'on a reçus en dehors des conseils municipaux. J'ai noté une modification dans la forme de ces PV. Oui. Et il y a deux petites remarques. La première, il ne fait plus état de l'heure de début de la séance. Ça, c'est le premier point. Oui. Et le deuxième point, il n'y a plus d'indication des procurations. On ne sait plus qui donne procuration à qui. Donc ça peut peut-être poser problème dans la répartition des votes. Ouais. C'est un oubli. Donc du coup, on vous proposera les PV rectifiés la prochaine fois, tout simplement. D'accord? Ok. Alors, on peut passer à la délibération suivante.
Délibération 19-19, Festival Le Haye Enchanté 2019, autorisation de demande de subvention auprès des sociétés auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, la SACEM. Rapporteur, Madame le maire. Alors il s'agit là aussi donc de solliciter un organisme qui est souvent connu pour ponctionner de l'argent, moins pour le fait qu'il puisse en distribuer, en l'occurrence donc la SACEM. Il se trouve que là aussi donc notre festival Le Haye Enchanté, donc pour son édition 2019, peut prétendre en fait à des financements de la SACEM. Donc on vous propose de solliciter cet organisme pour essayer de récupérer quelques euros afin de nous aider justement à réduire le coût de cette manifestation. Y a-t-il des questions? Monsieur Chaigne. Non, juste une petite remarque. On vous soutient toujours dans vos recherches de subventions. Je vois ça, nous apprécions. Très bien, donc nous passons au vote. Y a-t-il des votes contre? Non, des abstentions non plus, donc on l'adopte à l'unanimité. Délibération 20-19, mise en place d'un tremplin chanson, règlement de participation, rapporteur, Madame le maire. Alors vous le savez, nous avons mis en place cette année, donc pour la première fois, un tremplin chanson. Vous savez que c'est un peu la marque de fabrique de notre programmation culturelle. Et donc il nous fallait affiner un certain nombre de points concernant le règlement, en particulier pouvoir passer cette délibération afin de pouvoir rétribuer en fait les lauréats, ceux qui vont donc être premier et second donc de ce fameux tremplin chanson. Donc il y aura 4 finalistes qui se produiront d'ailleurs mercredi prochain à Salem, qui est donc la salle qui se trouve dans la zone d'activité des Sables, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui est bien connue plutôt a priori pour une programmation assez rock. Et qui effectivement en plus loue entre guillemets des box en fait pour des répétitions. Voilà. Donc les concerts auront lieu la semaine prochaine. Je crois d'ailleurs que nous avons commencé à communiquer dès aujourd'hui justement sur les présélectionnés. Donc voilà, si vous êtes disponible mercredi prochain, on vous invite à venir à Salem écouter donc les heureux élus. Des questions? Non, pas de remarques. Donc on passe au vote. Des votes contre? Non. Des abstentions? Donc on l'adopte à l'unanimité. Délibération 21-19. Subvention exceptionnelle pour l'achat de ballons de handball. Rapporteur, Monsieur Éric Fabre. Bonsoir à tous. Donc c'est une délibération qui vise à octroyer une subvention exceptionnelle au club de handball, Haye Handball, pour l'achat de ballons. Alors ça peut paraître un peu surprenant, c'est la première fois qu'on va octroyer une subvention pour acheter des ballons, mais c'est pour une raison très particulière. Depuis septembre 2018, en accord avec le club de hand d'ailleurs, on a décidé d'interdire l'utilisation des résines et des colles dans l'ensemble de nos gymnases. C'est une problématique qui est récurrente sur l'ensemble des collectivités. Le handball utilise la colle pour jouer et ça dégrade, ça salit énormément, ça s'accroche. Les autres sections qui arrivent derrière trouvent un sol très sale. C'est une problématique qui est en train d'être discutée au niveau du ministère pour pouvoir un petit peu quelle solution apporter. Donc en accord avec le club de handball, on a décidé au Hayon d'interdire cette utilisation-là, mais il faut leur permettre de racheter des ballons parce que les ballons qui sont gorgés de colle, ils restent gorgés de colle et ça va continuer à attacher les installations. Donc avec eux, on a décidé de les aider à changer totalement l'ensemble de leurs ballons. Donc le montant était de 3 000 €, le deal avec eux, ça a été nous on vous en paye la moitié. Voilà, pour la première année, puis maintenant, quand ils auront à changer leur ballon, ils se le payeront tout seuls. Mais voilà, donc depuis septembre, on joue sans colle au Hayan. Il doit y avoir 3 collectivités sur la métropole qui le font. Les autres équipes, quand elles viennent, elles apprennent à jouer sans la colle. Voilà. Ça fera sans doute des émules parce que beaucoup de collectivités effectivement s'interrogent, comme le disait Éric Fabre, sur les dégâts ou les dommages collatéraux que provoque l'utilisation effectivement de ces résines. Y a-t-il des remarques ou des questions, Monsieur Chaigne? Juste par curiosité, ça représente combien de ballons? Le ballon coûte 30 € je crois, donc multiplié. Donc il a fallu, parce que c'est pour tous les collectifs, donc les petits en utilisent pas, mais à partir de cadet ils en mettaient. Et puis il faut que quand les autres clubs viennent pour jouer, il faut leur fournir les ballons, parce que sinon ils vont jouer avec les leurs, et ça va de nouveau nous pourrir le sol. Donc voilà.
Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on la mette au vote, cette délibération. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc on l'adopte à l'unanimité. Délibération 22-19. Convention de détection d'anomalies sur le réseau d'éclairage public Enedis Ville. Rapporteur, Monsieur Jean-Michel Bousquet. Bonsoir, chers collègues. Si. Pour resituer, la question de l'éclairage public, comme vous le savez, est une compétence communale pour lesquelles la municipalité a mis en place ces dernières années un certain nombre de mesures fortes visant à la fois à améliorer l'efficacité énergétique, à améliorer la qualité et la modernité de nos installations et réduire bien évidemment les coûts de fonctionnement. Ce sont essentiellement 3 actions. La première, le remplacement d'un nombre important de sources anciennes et fortement énergivores, comme les lampes à vapeur de mercure par des lampes LED. C'est l'extinction nocturne de l'éclairage public de 1h15 à 5h, ainsi qu'un volume d'investissement important visant à moderniser notre réseau par réinvestissement partiel d'une partie des économies réalisées. À titre indicatif, le réseau d'éclairage public de la commune du Haillan, ce sont 59 postes de commande et 2200 points lumineux. À ce jour, les relevés nous sont communiqués par notre fournisseur d'électricité 2 fois par an. Ça nous permet d'avoir un suivi annuel, cela ne nous permet pas de disposer de données plus fines de consommation et de puissance en temps réel. La mise en place et le déploiement des compteurs Linky sur l'ensemble des communes, dont la commune du Haillan, et notamment sur nos postes d'électricité d'éclairage public, et l'opportunité de retravailler ces données de façon plus fine en lien avec Enedis. À ce jour, Enedis a mis en place un dispositif expérimental visant à permettre d'exploiter ces données pour les communes de façon fine et analysée. Pour cela, la proposition est faite de conclure un contrat avec Enedis pour une durée d'1 an reconductible visant à la mise à disposition de ces données de la part du gestionnaire de réseau. Donc l'objet de la présente délibération est de proposer de conclure une convention avec Enedis visant à disposer de ces données fines et de voir qu'est-ce que ça peut nous apporter en outre dans l'amélioration et la poursuite de nos plans d'économie sur l'éclairage public. Y a-t-il des questions ou des remarques sur cette délibération? Nous expérimentons. Monsieur Chaigne. Oui, nous sommes surpris parce que dans les documents que vous nous avez transmis, le rapporteur était Jean-Claude Comte. Nous en déduisons qu'il n'a pas voulu se ridiculiser en présentant cette délibération suite au vote, à la motion qu'il avait voulu faire voter en conseil municipal du 10 février 2016 et au vœu qu'il a fait voter le 29 juin 2016. Concernant ces vœux, il était indiqué, je cite, « De ce fait, le conseil municipal du Haillan souhaite, sur les questions de santé, disposer rapidement des résultats des études et mesures demandées par les élus de la métropole à l'Agence nationale des fréquences, notamment mesures en situation réelle et en cours ». Fin de citation. Ce vœu a été voté à la majorité, donc par vous également. Donc je pense que des compteurs Linky, il va y en avoir d'installés dans les écoles. Donc avez-vous eu une réponse concernant l'inquiétude de M. Comte? 2 choses. La première, M. Chaigne, est-il vraiment si choquant que cela que ce soit moi qui rapporte une délibération visant à faire des économies d'énergie? Non, mais c'est contraire à ce que vous nous avez transmis, c'est tout. Oh, vous savez, une coquille de frappe, ça arrive. Et je suis un petit peu surpris que vous travaillez uniquement sur la volonté de M. Comte à ne pas l'apporter plutôt qu'à la mienne de l'apporter volontairement. Je dis ça parce que c'est M. Comte qui l'a présenté en commission 1 et vous ne faites pas partie de la commission 1. Et non, mais il n'y avait personne d'autre à la commission 3 et je l'ai présenté aussi.
Bon, je m'y étais pas. Pour en revenir sur le fond, la question des compteurs Linky. Effectivement, la métropole a demandé à l'Agence nationale des fréquences de mettre en place des essais sur volontariat auprès d'habitants des communes de Bordeaux et de Bègles qui étaient les premières déployées. Ces mesures ont été réalisées suite à des mesures en laboratoire visant à mesurer l'ensemble des champs directs et les champs induits émis par le compteur, ainsi que l'impact qu'il pouvait avoir sur les niveaux d'émissions électromagnétiques au sein des logements. Donc la conclusion a été aussi bien en laboratoire qu'in situ que ceci était nettement inférieur aux normes aujourd'hui en vigueur au niveau national. D'ailleurs, à ce sujet, vous avez un article double page aujourd'hui dans Sud-Ouest justement sur les compteurs Linky. Donc il y a plein d'informations intéressantes. Après, je laisserai M. Comte dire ce qu'il pense et comment il se situe par rapport effectivement à Linky. Ça lui appartient. Oui, je vais rassurer M. Chaigne et tout le monde d'ailleurs. Pour la seule raison, oui, j'ai présenté un vous étiez là, on vous a apporté toutes les réponses que vous souhaitiez. Je ne suis pas donc, ne vous inquiétez pas, hein, je ne suis pas en contradiction non plus. Le compteur Linky, vous savez qu'au niveau du front de gauche, nous avons mené une bataille, sur le Haillan en particulier, mais ailleurs aussi, qui a permis à ce qu'un certain nombre d'usagers qui ne voulaient pas l'installation des compteurs Linky puissent le faire. C'est en ce sens qu'on a voté ici en conseil municipal, c'est une motion. Et je crois qu'il y a quand même pas mal de monde au Haillan, mais ailleurs aussi, qui n'ont pas le compteur Linky chez eux. Moi-même, je ne l'ai toujours pas, d'ailleurs. Il y a aussi le fait que nous avons dénoncé, et personne d'autre l'a fait d'ailleurs, ce qui est dommage, un gâchis financier exorbitant au niveau du pays, de vouloir généraliser les compteurs Linky chez tous les particuliers. C'est un vrai gâchis financier, c'est des milliards. Je pense que ça aurait été plus utile de développer, disons, des sources d'énergie beaucoup plus écologistes. Voilà. Bien. D'autres remarques, questions, Monsieur Chaigne? Juste une petite remarque. Je note ce qui est bon pour la commune n'est pas forcément bon pour les particuliers. C'est juste ma remarque. Les particuliers sont moins exposés au compteur Linky. Voilà, l'éclairage public a priori concerne quand même moins de problèmes. Les écoles. Je rajoute que les compteurs Linky, effectivement, on nous propose, Enedis ne propose que ça pour avoir des données beaucoup plus fiables. Effectivement, la recherche de toutes les pannes, c'est quelque chose quand même relativement intéressant pour les usagers de savoir que aujourd'hui, c'est les usagers qui appellent le centre technique municipal pour dire il y a tout un secteur qui est éteint, etc. Demain, avec ce système-là, effectivement, on aura davantage d'informations et donc une meilleure réactivité autant que faire se peut. Comment dirais-je, les compteurs Linky, là, les 59 compteurs, parce que ceux-là, vous savez qu'ils vont être installés de toute façon, hein, c'est clair, puisque c'est la métropole qui est maître d'œuvre, c'est pas la commune, c'est la métropole. Ces compteurs Linky sont installés aujourd'hui, seront installés dans les transformateurs. Donc ce n'est pas chez les particuliers. Et il y a le problème des ondes, etc. Il y a plus grave que les compteurs Linky au niveau des ondes. Toutes les antennes qu'il y a, alors qu'on a tous un portable dans la poche, vous en êtes d'accord? C'est beaucoup plus dangereux pour la santé que les compteurs Linky qu'on va installer dans les transformateurs. Voilà. Alors c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que vous vous préoccupez des enfants dans les écoles, mais très sincèrement, quand vous voyez que les parents, à la moindre occasion, dès que les enfants sont un peu turbulents, leur collent un téléphone portable entre les mains pour avoir la paix, bon, on peut se dire que
Voilà. Les parents ont parfois des préoccupations qui sont un petit peu surprenantes, ont beaucoup d'exigences vis-à-vis de la collectivité, mais un petit peu moins avec leur propre turpitude, on va dire. Monsieur Chaigne. Non, non, c'est pas moi qui me préoccupe. J'ai toujours été favorable au compteur Linky. C'est le vœu que vous avez voté. C'est tout. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Comte, parce que je sache, c'est une il vient de se défausser sur la métropole, mais c'est une expérimentation et la commune s'est portée volontaire pour l'expérimentation. C'est pas la métropole qui a imposé. On est bien d'accord. Merci. Juste pour être très précis, le contrat de le contrat de concession de distribution d'électricité est bien une concession déléguée par la métropole à Enedis. Par contre, la convention par laquelle Enedis met à disposition les données sur l'éclairage public est une convention signée entre la ville et Enedis. Il ne faut pas confondre les deux. Bien, je vous propose que nous passions au vote. Y a-t-il des votes contre? Donc, 1, 2. Deux votes contre. Y a-t-il des abstentions? Une abstention. Pardon. 2. 3. Donc 2 contre, 3 abstentions. Et donc la délibération est adoptée. Délibération 23-19. Adhésion à un groupement de commandes pour l'achat d'énergie, de fournitures et de services en matière d'efficacité et d'exploitation énergétique. Rapporteur, Monsieur Jean-Claude Comte. Oui, donc il s'agit d'une délibération. Vous savez que la ville du Hayan a besoin, en matière d'achat d'énergie, de fournitures et de services, en matière d'efficacité et d'exploitation énergétique. La mutualisation peut permettre d'effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence et incidemment obtenir de meilleurs prix. Les syndicats d'énergie de la région Nouvelle-Aquitaine s'unissent pour constituer un groupement de commandes. Le groupement est constitué pour satisfaire ses besoins sur des bases de prix compétitifs. Il sera passé des marchés ou des accords cadres. Le SDEG, le syndicat départemental d'énergie électrique de la Gironde, sera coordonnateur du groupement. Ce groupement présente un intérêt pour la ville du Hayan au regard de ses besoins propres. Il est proposé que la ville adhère au groupement de commandes pour l'achat d'énergie, de fournitures, de services en matière d'efficacité et d'exploitation énergétique pour tous ses besoins en gaz et en électricité. Dans ces conditions, il est proposé au conseil municipal de valider l'adhésion de la ville du Hayan au groupement de commandes pour l'achat d'énergie, de fournitures, de services en matière d'efficacité et d'exploitation énergétique pour une durée illimitée, d'autoriser le coordonnateur et le syndicat d'énergie dont il dépend, c'est-à-dire le SDEG, à solliciter autant que de besoin auprès des gestionnaires de réseau et des fournisseurs d'énergie l'ensemble des informations relatives à différents points de livraison, d'approuver la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement et notamment pour les marchés d'énergie, sa répercussion sur le ou les titulaires des marchés conformément aux modalités du calcul de l'article 9 de la Convention constitutive. D'autoriser Madame le maire à prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération, à faire acte de la candidature au marché d'énergie 2020-2022, à signer tout document nécessaire à la réalisation de la consultation ainsi que la mise en œuvre effective de ce marché, avec notamment l'autorisation de communication des données, des fiches de candidature électricité et gaz naturel récapitulant tous les points de consommation, l'engagement à exécuter, avec là où les entreprises retenues, les marchés, accords, cadres au marché subséquent, dont la ville du Hayan est partie prenante. L'engagement à régler les sommes dues au titre des marchés, accords, cadres et marchés subséquents, dont la ville du Hayan est partie prenante, et à les inscrire préalablement au budget. De préciser que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget pour l'exercice concerné en fonctionnement.
Donc vous l'aurez compris, le but du jeu c'est à nouveau essayer de faire des économies sur nos achats de fluides, gaz et électricité, donc cette fois-ci regroupés. Des remarques, des questions, Monsieur Chaigne? Oui, je voudrais savoir si le travail qui est fait en commission sert à quelque chose. Pourquoi donc? Tout simplement, en commission, je vous ai demandé comment la ville du Hayan pouvait adhérer pour une durée illimitée à ce groupement, alors que le groupement est constitué pour une durée limitée. Quand j'ai reçu le compte-rendu, en fait, lors de la délibération 149-17, nous avions déjà acté cela, c'est-à-dire que c'était pour une durée illimitée. Aussi, cette partie est enlevée de la délibération. De plus, il faut noter qu'adhérer au groupement n'est pas engageant. Or, la délibération que nous avons sous les yeux est exactement la même que celle que nous avons votée, que nous avons eue en commission. Donc, aucune des remarques de la commission n'est prise en compte. Vous avez dit que vous supprimerez de l'article qui dit de valider l'adhésion de la ville du Hayan au groupement de commandes pour l'achat d'énergie, de fournitures et de services en matière d'efficacité et d'exploitation pour une durée illimitée. J'ai repris en plus la délibération que vous avez fait de référence dans votre compte-rendu de commission, la 149-17. Dans le rapport de présentation, il est dit, considérant que le groupement est constitué pour une durée illimitée. Or, dans la délibération que vous nous présentez aujourd'hui, le groupement est constitué pour une durée limitée. Alors, ce groupement est constitué pour une durée illimitée ou pour une durée limitée? Alors, en l'occurrence, moi, dans la délibération que j'ai sous les yeux, le terme d'illimité a disparu. Donc, je suis étonnée que vous ayez celle-là. En tout état de cause, juridiquement, ça n'a strictement aucune incidence. Hein, oui, puisque nous, on s'engage de manière illimitée tant que le groupement existe. Le jour où le groupement disparaît, l'engagement disparaît. Ça me semble tomber sous le coup de bon sens. Ça serait bien qu'on reçoive les délibérations sur lesquelles on est appelé à voter. Alors, elle a bien été modifiée, donc je suis étonnée que vous ayez celle-là. Donc, vous la voulez sous les yeux? On vérifiera. En l'occurrence, est-ce que ça vous empêche de la voter? Non, bon, ça ne donc m'empêche pas de la voter. C'est un problème de pure forme qui ne. Il faudra me dire si je dois continuer à aller aux commissions ou pas. Bah écoutez, oui, je vous dis, nous, a priori, la modification a bien été faite, donc je ne sais pas par quel mystère vous avez l'ancienne version. Voilà. Donc voilà, on s'en excuse. Mais tout ça n'est pas très grave, puisque fondamentalement, le but du jeu, c'est de voter cette délibération pour aller à ce groupement. Cette délibération, ce n'est pas très grave, mais sur le principe, c'est très grave, parce qu'on ne reçoit pas les documents sur lesquels nous sommes appelés à voter. Oui. Et ça, je veux que ça soit noté au compte rendu. Je vous remercie. Oui, oui, Monsieur Guiton. Oui, bonsoir à tous. Moi, j'ai téléchargé personnellement ce qui était à disposition sur le FTP et dans la délibération que nous avons actuellement sous les yeux et dont nous débattons, considérons que le groupement est constitué à une durée limitée. Oui, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Alors que celle de 149-17, il est constitué pour une durée illimitée. Donc voilà, bon, je vois pas où est le problème. Je vous ai dit où il était le problème. Oui, mais je ne comprends pas en quoi c'est pénalisant sur le vote de cette délibération. Est-ce que ça change? Ça change que la délibération ne prend pas en compte les modifications que vous aviez signalées dans le compte-rendu de la commission. Mais non. Vous nous avez demandé de le changer, on l'a changé. Non, rien n'a été changé. Bon, on va pas épiloguer là-dessus pendant des heures. Est-ce que ça empêche la délibération d'être votée? La réponse est non. Non, voilà. je vous ai dit non. Et juridiquement, ça ne change rien. Voilà. Donc, principe. Y a-t-il des votes contre? Pardon. Monsieur Comte. Non, je voulais rajouter simplement, M. Chêne, en commission, avait demandé aussi des précisions sur l'article 9 par rapport au fonctionnement. Et cet article 9 vous a bien été remis. Vous l'avez? Non, oui. Non, je demande, je vous demande. Donc vous voyez bien que les choses que vous demandez ont été prises en considération. Donc on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non, donc on l'adopte à l'unanimité. Délibération
24-19. Convention d'organisation temporaire de la maîtrise d'ouvrage, d'opération et répartition financière, aménagement de la place François Mitterrand auprès de Bordeaux Métropole. Rapporteur, Monsieur Jean-Claude Comte. Oui, Bordeaux Métropole va rénover et réagencer la place François Mitterrand et ses abords à compter d'avril 2019 pour une livraison prévue en décembre 2019. Tel que contractualisé dans le contrat de co-développement 2018-2020, action 14, Bordeaux Métropole assure la maîtrise d'ouvrage pour les travaux de voirie et de la place, ainsi que des équipements connexes. La ville souhaite accompagner ces travaux par l'adaptation de son éclairage public, par la mise en place de 4 mâts aiguilles avec spot orientable de LED, du mobilier urbain tels que les bornes électriques escamotables, des points d'eau, des fourreaux et des chambres de tirage pour la halle du marché qui sera implantée ultérieurement. Télécom, éclairage, bornes Wi-Fi, bornes de recharge véhicules électriques. Dans le cadre de ces travaux, il est proposé de transférer par convention, de manière temporaire, la maîtrise d'ouvrage de la ville pour ses compétences d'éclairage public et espaces verts à Bordeaux Métropole, qui remettra ceci à la réception des travaux. Ce transfert temporaire présente les principaux avantages. Un seul maître d'ouvrage, ce qui facilite la gestion du chantier. Pas de marché à lancer par la commune. Bordeaux Métropole s'appuie sur ces marchés de travaux. Il n'y a pas d'aléa sur le prix qui correspond à l'estimation faite en phase d'étude. Le règlement se fera en une seule fois et nous pourrons valoriser la FCTVA, le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée. Considérant qu'il est de l'intérêt de la bonne conduite et donc de la bonne réalisation du projet de désigner un seul maître d'ouvrage, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer la convention annexée avec Bordeaux Métropole, de préciser que les dépenses sont inscrites au budget de l'exercice en cours. Bien, donc vous l'aurez compris, il s'agit simplement de simplifier pour que ce soit ensuite refacturé en bonne et due forme entre les deux collectivités. Y a-t-il des questions, des interrogations sur cette convention? Donc on passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc on l'adopte à l'unanimité. Délibération 25-19. Fixation des taux des 3 taxes directes locales pour l'exercice 2019. Décision. Rapporteur, Monsieur Jean-Michel Bousquet. Comme chaque année, à la même période, je vous propose de fixer les taux des 3 taxes directes locales, taxes d'habitation, foncier bâti, foncier non bâti. Comme nous y sommes engagés et comme cela a été évoqué lors du débat d'orientation budgétaire et lors du vote du budget, il est proposé cette année encore, et ce depuis maintenant bientôt 9 ans passés, de maintenir stables les taux d'imposition des 3 taxes pour 2019, à hauteur de 19,97% pour la taxe d'habitation, 30,96% sur le foncier bâti et 62,35% sur le foncier non bâti. L'évolution des bases entre 2018 et 2019 figurant dans la délibération acte bien évidemment l'évolution physique des bases et les nouvelles constructions qui permettent maintenant d'accueillir dans des conditions tout à fait satisfaisantes de nouveaux Hayanais. J'insiste sur le fait que l'évolution des bases, moyennant des taux stables, nous servent à financer les nouveaux services correspondant aux nouvelles arrivées de population, comme je vous ai toujours expliqué par le passé. Donc la proposition de la délibération est de fixer ces 3 taux stables pour 2019. Y a-t-il des remarques? Monsieur Chaigne, je suppose. Vous supposez bien, Madame le maire. L'an dernier, à l'occasion du vote de ces mêmes taxes, je vous ai demandé pourquoi les bases notifiées sur le foncier non bâti avaient diminué en 2017 et fortement augmenté en 2018. Elles sont passées de 47 600 € en 2017 à 58
900 notifiés pour 2018. Aujourd'hui, je constate qu'en réalité, pour 2018, elles ont été de 63 472 et que pour 2019, elles sont notifiées à 72 300, soit une augmentation de près de 23% de notifiés à notifiés. Madame le maire, je vous avais demandé ce qui justifiait une telle augmentation dans la mesure où le foncier non bâti était plutôt, à mon sens, en diminution qu'en augmentation. Vous m'avez répondu, je vous cite, on va poser la question aux services fiscaux. Avez-vous posé la question et quelle a été la réponse? Je vous remercie. Alors, je vais essayer de vous le faire de façon décryptée. L'évolution des bases se fait sur plusieurs éléments. La superficie et le type d'affectation du foncier non bâti. Les bases varient sur le foncier non bâti selon le type de foncier non bâti. Paradoxalement, un foncier à bâtir constructif reste du non bâti de la même façon qu'un terrain à vocation maraîchère ou agricole. Ceci dit, ne sont pas sur la même catégorie d'imposition et surtout sur la même catégorie pour le calcul des bases et leur pondération. L'explication est là, à savoir que le basculement de certaines parcelles, le morcellement de certaines parcelles, la division, induisent des mécanismes de calcul au niveau des impôts qui modifient sur une superficie équivalente le mode de calcul de la base. Donc ça ne veut pas dire qu'on a effectivement agrandi le périmètre territorial de la collectivité, mais bien que le type d'affectation du bien a pu évoluer, soit à la demande du propriétaire, soit en cas de division, soit par évolution urbanistique d'ailleurs, même si ça reste marginal. Même si à ce titre-là, il s'agit d'un terrain nu qui peut être utilisé à des fins agricoles, mais avec une vocation à bâtir par exemple. Ça correspond exclusivement à ça. Il y a effectivement quelques démolitions, mais ça reste marginal. Je pensais que ces modifications d'affectation de terrain à bâtir à terrain à non bâtir n'intervenaient que lors des modifications du PLU. Il n'y a pas eu de modification de PLU de 2018 à 2019, que je sache. Donc c'est pas ce qui explique les 23% d'augmentation. Alors, ces changements d'affectation ne sont pas liés exclusivement au PLU, mais à la destination du terrain. C'est une appréciation fiscale, pas une appréciation d'urbanisme. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un terrain qui est aujourd'hui utilisé en maraîchage, qui est un terrain à bâtir, quelle que soit son affectation d'urbanisme. Dardo va vous donner des explications complémentaires. Un terrain qu'on sait qu'à terme, on peut faire du bâti, entre le moment où il n'est pas du tout identifié comme à bâtir, il a un certain taux. Par contre, le jour où on sait qu'il y a déjà quelqu'un qui s'est manifesté pour dire qu'il allait être bâti, qu'on allait y faire un lotissement ou que quelque chose allait arriver, il change de catégorie. Ça augmente. Si, c'est sûr. Hier, on avait la commission avec les impôts. Certaines personnes étaient avec moi. Et Jean-Michel y était aussi. Pour vous donner un exemple, on peut très bien avoir un terrain qui est en zone urbanisable, qui a un classement maraîcher. Parce que c'est pas parce que le foncier est au niveau du PLU constructible que pour autant son activité actuelle est une activité de construction. Ah, c'est forcément du foncier non bâti, mais c'est pas forcément du foncier non constructible. Ah, il reste dans le non bâti, mais ça fait juste varier les bases. C'est juste ça. C'est ça qui explique la variation comptable des bases, sans pour autant faire varier les mètres carrés. 2018 et 72 300 notifiés 2019. Tout à fait. Prenez le micro, Madame Mertens, parce que sinon on vous entend pas. Oui, je disais, donc quoi qu'il en soit, qu'il soit à bâtir plus tard ou autre, il est non bâti, donc c'est ce niveau-là. C'est tout à fait ça. Il est en non bâti. Non. Alors, il reste, quelle que soit son affectation d'urbanisme, il reste en non bâti. Par contre, effectivement, l'évaluation de sa base peut fluctuer selon l'évolution de son utilisation, même s'il reste en non bâti. Parce qu'un non bâti, ça peut être qui va être construit prochainement, affecté à du maraîchage, affecté à une activité agricole ou à de l'élevage, ou voire même un jachère. Donc ça change son taux. Ça change la méthode de calcul des bases, les coefficients appliqués sur les bases, pas le taux, le coefficient d'appréciation appliqué sur les bases par la Direction Générale des Finances Publiques.
Les subtilités de la fiscalité. Pardon, monsieur Dautry. C'est en fonction de son affectation. Il faut que vous parliez dans le micro parce qu'on ne vous entend pas. Je disais, c'est en fonction de son affectation. Le coefficient affecté, le coefficient pondérateur de la base est en fonction de son affectation. C'est exactement ça. De son affectation réelle, pas de son affectation au PLU. Il faut faire le distinguo entre le PLU et Entre le PLU et ce à quoi sert effectivement le terrain, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est d'ailleurs un des éléments qui explique que la tenue annuelle d'une commission communale sur les impôts directs et sur ses appréciations, c'est parce qu'il y a quelque chose à apprécier, selon l'utilisation et la vocation du terrain. Et donc sa pondération et son calcul de base. Parce que le taux lui-même est appliqué stricto sensu, à partir du moment où il n'est pas bâti, c'est le même taux. Par contre, l'utilisation du terrain fait, l'utilisation du terrain fait varier le calcul de la base, pas le calcul du taux. De sorte à ce que quelqu'un qui a un terrain qui va être bâti ait une taxe sur le foncier bâti plus conséquente qu'un maraîcher. Je trouve ça intellectuellement cohérent et logique. Est-ce qu'on a répondu à votre question, monsieur Chaigne? En partie, mais là on ne parle pas du foncier bâti, on parle du non bâti. Mais moi aussi. Ce qui m'interpelle, c'est la variation, plus 23% sur un an. Je trouve que ça fait beaucoup de fluctuations, c'est tout. Écoutez, on ne va pas s'en plaindre, ça fait des recettes fiscales supplémentaires pour la commune. D'autres remarques ou questions sur cette délibération? Donc effectivement, conformément à nos engagements, donc nous n'augmentons pas les taux. Voilà. Et c'est pas forcément toujours facile, je ne vous le cache pas, parce que avec les coupes sombres que nous subissons par ailleurs, il faut continuer à produire du service, à maintenir des bâtiments, à payer des fluides de plus en plus chers. Et je peux vous dire qu'il y a des fois où on est vraiment, j'avais déjà eu l'occasion de vous le dire, on a l'impression qu'on est des magiciens. Je vous propose donc que nous votions cette délibération. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? 1, 2, 3 abstentions. Donc vous avez 2 procurations, ça fait 5 au total. Donc 5 abstentions. Et donc la délibération est adoptée. Délibération 26-19. Rémunération des fonctionnaires employés à l'occasion des élections européennes. Rapporteur, Monsieur Daniel Duclos. Bonsoir. À l'occasion des prochains scrutins électoraux, le personnel municipal est mobilisé le 26 mai 2019 pour les élections européennes. Dans ces conditions, il est proposé au conseil municipal d'attribuer aux fonctionnaires municipaux participant aux opérations administratives de tenue des bureaux de vote des indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les agents éligibles à ce dispositif, à savoir les agents de catégorie B et C, et des indemnités forfaitaires complémentaires pour les agents éligibles à ce dispositif, à savoir les agents de catégorie A. D'indiquer que cette rémunération est exclusive de tout avantage pour le même objet et répond aux conditions de cumul de rémunération fixées par le statut de la fonction publique territoriale. De préciser que la dépense correspondante sera imputée à l'article 64 du budget de l'exercice en cours et suivant. Avez-vous des questions sur cette délibération? Donc c'est un de nos marronniers, comme on dit, Monsieur Chaigne. Je n'ai pas de remarques particulières sur cette délibération, mais je profite de cette délibération pour vous rappeler que le 19 décembre, je vous ai demandé par mail de me transmettre la liste actualisée des effectifs. Liste actualisée au 1er janvier 2019. Ça fait plus de 3 mois et je n'ai toujours rien reçu. À chaque fois qu'on vote la modification du tableau des effectifs, vous nous dites que c'est un tableau qui est super bien tenu à jour, qui est juste à appuyer sur un bouton pour nous la transmettre. Plus de 3 mois, je trouve que le bouton il doit être un peu cassé. Je ne vous le cache pas, on vous a oublié. Donc excusez-nous, on va s'en occuper. Une autre... Cela ne nous a pas empêché de prendre le temps, comme nous étions engagés, pour vous expliquer les modalités de fonctionnement de ces tableaux, bien entendu. Non, mais j'attends toujours le compte-rendu de notre réunion qu'on devait me transmettre aussi.
Merci. Je crois qu'il est avec le tableau. Ah voilà, c'est dans le même tuyau. Bon, ben, on va le décoincer, j'espère. D'autres questions ou remarques sur cette délibération? On passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc on l'adopte à l'unanimité. Comme chaque année, il convient de délibérer afin de fixer le montant de la prime annuelle versée aux agents. Il est donc proposé au conseil municipal de fixer le montant de la prime annuelle attribuée au personnel municipal pour l'année 2019 à 1 430 € bruts. De préciser que la prime sera versée à l'ensemble des personnels titulaires, stagiaires et non titulaires contractuels de droit public. De fixer le montant de la prime pour les assistantes maternelles à 715 € bruts pour l'année 2019, de préciser que la dépense correspondante sera imputée sur le budget de l'exercice en cours et suivant. Madame Vasquez, Madame le maire, mesdames, messieurs, bonsoir. essayez de parler bien dans le micro, parce que je ne suis pas sûre qu'on vous entende très bien. Vous nous demandez de voter cette délibération qui pérennise une disparité dans l'attribution du montant de la prime annuelle versée aux agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public de la ville du Haillan, soit 1 430 € bruts versés semestriellement à raison de 50% en juin et 50% en novembre. Les assistantes maternelles, toutes des femmes, agents contractuels de droit public, ne devraient percevoir que la moitié de cette prime, soit 715 € bruts. Cette disposition choquante aurait pour origine une réglementation de 1988 sur laquelle, et j'espère que vous m'en excuserez, je ne m'attarderai pas, trop long ici ce soir pour en faire l'historique. Je rappelle simplement, ces informations sont disponibles sur le site gouvernemental de la fonction publique, qu'aucun texte de portée générale applicable aux agents non titulaires ne précise les conditions de leur rémunération. Les conditions de rémunération étant fixées contractuellement, les administrations disposent, dans la limite des crédits prévus à cet effet, d'une grande latitude. Ainsi, une administration est libre de fixer ou non la rémunération des agents contractuels qu'elle emploie. Par ailleurs, je précise que le statut d'assistante maternelle est défini par la loi du 27 juin 2005. Le législateur a souhaité offrir un nouveau cadre au statut des assistantes maternelles pour améliorer les conditions de travail, de rémunération et de formation des assistantes maternelles et ainsi de faire face à la demande accrue de modes de garde pour les enfants dont les parents travaillent tout en garantissant la qualité de cette modalité d'accueil. À aucun moment n'y figure l'attribution de primes minorées. Il est important de rappeler que l'assistante maternelle est essentielle dans le dispositif de garde dans la petite enfance. Elle participe à la politique de la petite enfance qui a pour but de favoriser le développement physique et psychique de l'enfant, de permettre son épanouissement et de garantir son bien-être en prenant en compte son environnement familial. Elles sont le maillon indispensable, incontournable, pour permettre aux parents de concilier vie familiale et vie professionnelle en toute quiétude. Faute de solutions d'accueil pour les jeunes enfants, une part des femmes continue à ne pas avoir accès au marché du travail ou doit se contenter d'emplois à temps partiel. Elles sont actuellement à peu près 350 000 assistantes maternelles en France pour 2 500 000 enfants de moins de 3 ans, dont seulement 1,5 million trouvent une place en crèche ou chez des assistantes maternelles. L'accueil des jeunes enfants est donc une priorité. Notre président du conseil départemental de la Gironde, Jean-Luc Glaise, s'est dernièrement fait l'écho des revendications et le soutien aux gilets roses et assistantes maternelles pour dénoncer un projet de réforme de l'assurance chômage. Il a déclaré
À travers vous, c'est la société de demain que l'on prépare. Madame le maire, il appartient aux politiques de modifier le regard porté sur les femmes dans la société. Cela ne pourra se faire qu'en luttant contre les discriminations, et notamment salariales. En France, est-il nécessaire de le rappeler, les femmes gagnent jusqu'à 27% de moins que les hommes. Notre groupe Front de Gauche avait décidé, dans les conditions citées, de s'abstenir sur cette délibération. Cependant, vous recevez demain les assistantes maternelles à leur demande, afin notamment de réenvisager leur situation salariale. Nous espérons que cette rencontre débouche sur des mesures qui vont dans le sens de l'équité. Le Front de Gauche restera vigilant quant à la suite des propositions qui doivent améliorer leur situation de façon pérenne. Dans ces conditions, le Front de Gauche ne s'abstiendra pas et votera cette délibération. Merci Madame Vasquez. D'autres remarques, Monsieur Chaigne? Je suis surpris et satisfait de voir que le Front de Gauche a mis 5 ans à nous rejoindre sur cette idée que nous trouvons complètement ubuesque de donner une prime de 50% inférieure aux assistantes maternelles. Donc nous, ça fait 5 ans que nous nous abstenons sur cette délibération. Nous allons continuer sur cette voie en espérant que l'année prochaine, Madame Vasquez, voilà. Mais enfin, si vous pouvez faire avancer le dossier, ça sera bien parce que l'opposition n'y arrive pas. Alors l'opposition de la majorité, peut-être. Alors si vous me permettez, Monsieur Chaigne, je vais vous répondre. Effectivement, nous avons durant ces dernières années voté systématiquement cette délibération. Ce n'a pas été toujours sans gaieté de cœur, loin s'en faut. La politique, vous savez, c'est une affaire de conviction. Et le Front de Gauche, il a des convictions, et notamment celle de considérer que chaque être humain naît égaux en droit et en dignité. Nous avons systématiquement, les dernières années, combattu cette décision, notamment en commission ou lors de nos groupes majoritaires, sur lesquels nous avons débattu et défendu la situation des assistantes maternelles. Cependant, il y a un cadre juridique qui a été fixé, effectivement, dans le cadre de cette réglementation de 1988. Je vous dis, c'est très long à expliquer parce que ça, il faut remonter sur différents cadres de loi, et qui, effectivement, ne permet pas aux collectivités, juridiquement, de permettre cette prime à hauteur des autres agents contractuels. Cependant, quand je dis que c'est une volonté politique, je l'affirme et je le maintiens. Il y a des communes, vous les avez déjà citées précédemment, Bordeaux, Mérignac, Saint-Médard, Pessac, qui ont franchi ce stade. Donc j'espère qu'à un moment donné, nous pourrons évoluer sur cette situation. Alors, pour répondre à Madame Vasquez et à Monsieur Chaigne, et particulièrement à Madame Vasquez, il est clair que cette disparité, elle n'est pas du tout satisfaisante. Et elle ne nous satisfait pas. Je crois que ça fait l'unanimité ici au sein de ce Conseil. Loin de nous de vouloir créer une ségrégation avec ces agents vis-à-vis des autres. Il se trouve effectivement que statistiquement, en plus, ce sont des dames. C'est pas moi qui vais effectivement dire que c'est normal qu'elles soient discriminées. On en est très très loin. En revanche, il y a quand même un cadre juridique, et Mme Vasquez l'a rappelé, c'est qu'aujourd'hui, les conditions juridiques, et nous avons refait faire l'analyse par l'avocat de la ville, ne nous permettent pas d'aligner la prime des assistantes maternelles au même niveau que la prime qui est versée à l'ensemble des autres agents. Donc nous rencontrons effectivement demain les assistantes maternelles, nous les rencontrons donc avec les élus, le DGS, pour évoquer avec elles un certain nombre de points, notamment leur rémunération, mais vue de manière beaucoup plus large que simplement la prime, parce que la prime, parler que de la prime, c'est regarder le problème par le petit bout de la lorgnette. Parce que la prime, elle ne joue pas sur leur retraite. Et il y a peut-être d'autres choses sur lesquelles il faudrait travailler. Donc, on discutera avec elles, on verra quelles sont leurs attentes par rapport à ça. Je voudrais simplement quand même rappeler à Madame Vasquez que non,
la collectivité n'est pas libre de définir la rémunération de ses agents. Nous avons un petit cadre réglementaire quand même qui nous empêche de le faire et qui nous joue d'ailleurs parfois bien des tours parce que sur certains postes, nous avons beaucoup de mal à nous aligner sur le privé et que par conséquent, nous sommes beaucoup moins sexy en termes au niveau financier que ne le sont certaines entreprises privées. Donc, sachez en tout cas que notre volonté, c'est pas de discriminer, loin de là, mais d'essayer de trouver des solutions qui soient des solutions pérennes. Par contre, il est clair que le vrai problème de fond de la rémunération et le statut des assistantes maternelles, c'est pas au sein du conseil municipal du Haillan qu'on va le régler. C'est un problème d'envergure nationale, d'accord ? Et c'est le législateur qui doit s'en saisir. C'est pas moi, maire du Haillan, qui vais pouvoir bouleverser la réglementation sur le statut des assistantes maternelles. Alors si, je peux écrire peut-être aux députés en leur disant, bon, quand est-ce que vous allez enfin vous en saisir ? On l'a déjà fait. Je vous avoue que mon poids, petit maire du Haillan, est quand même plus que limité. Donc je pense que c'est aussi peut-être une démarche collective à avoir. Il faut aussi qu'elles se mobilisent, les assistantes maternelles. C'est difficile parce qu'elles sont, comme beaucoup de salariés du privé, isolées par excellence. Elles travaillent seules chez elles. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile pour elles d'arriver à défendre leurs droits. Mais je vous le dis, nous, on fait tout ce qui est dans notre pouvoir pour le faire. Les assistantes maternelles qui sont à la crèche familiale ont des conditions qui sont peut-être aussi plus confortables sur un certain nombre de points que ne le sont les conditions de certaines assistantes maternelles privées. Il ne faut pas oublier que la ville fournit l'intégralité du matériel, fournit les couches, dès qu'elles ont besoin de quelque chose, que quelque chose est cassé, une roue de poussette à changer, elles téléphonent. Tout ça s'est mis à leur disposition. Ce n'est pas le cas des assistantes maternelles indépendantes. Et quant à la réglementation sur le chômage, effectivement, c'est un mauvais coup qu'on est en train de leur préparer, parce que pour celles qui sont indépendantes en particulier, ça veut dire que quand elles vont perdre un enfant, leur rémunération va diminuer de manière tout à fait conséquente. Ce n'est pas le cas pour celles de la crèche familiale, puisqu'il y a un système de carence qui fait qu'on continue à les rémunérer le temps de l'arrivée d'un enfant ou lorsqu'un enfant s'en va et qu'un autre, et qu'il y a une période de vacances en fait entre une place occupée donc par un enfant chez cette assistante maternelle. Donc oui, on fera notre possible, mais je vous le dis, ce n'est pas nous, au niveau du Haillan, qui pourrons modifier le statut donc de ces assistantes maternelles. Madame Vasquez. Si vous me permettez, je vais quand même apporter une précision. Effectivement, vous avez raison, ça ne doit pas être évident pour un maire d'une petite commune de pouvoir modifier un statut sur le plan national. Ceci étant, je rappelle quand même que faire de la politique, c'est une affaire de conviction. C'est pas un simple, pour certains, ce n'est pas un simple métier ou faire carrière. Faire de la politique, c'est à un moment donné porter un projet politique. Nous avions reçu, avant les élections départementales, Madame Récalde, qui avait reçu les assistantes maternelles, qui était députée à l'occasion, qui était encore députée, et pour lequel, effectivement, nous avions essayé de la sensibiliser. Quand je vois que le président du département, Jean-Luc Glaise, se fait le porteur, effectivement, des revendications des assistantes maternelles, je me pose donc la question de savoir ce que font à un moment donné les politiques lorsqu'ils sont sollicités, lorsqu'ils occupent des postes importants pour justement porter au plan national ces situations. Oh, simplement que Marie Récalde avait effectivement saisi à l'époque la ministre, sauf que malheureusement, je crois que ça a été un coup d'épée dans l'eau. Là aussi, il n'y a que l'action collective qui peut faire avancer les choses. J'ai peur qu'un député par-ci par-là, ça ne suffise pas. Peut-être aussi qu'en ayant davantage de députés femmes à l'Assemblée nationale, on pourra faire avancer ces sujets-là. Voilà. Madame Guerre. Oui, effectivement, Marie Récalde s'était saisie de cette problématique. Elle avait même rencontré ici, en mairie du Haillan, des représentantes et des assistantes maternelles. Effectivement, le président du conseil départemental, Jean-Luc Glaise, comme le groupe de la majorité, le groupe socialiste qui le suit, se saisit éminemment de ce dossier. Mais au-delà de ça, je crois que ce sont les mentalités qu'il faudrait changer effectivement. Quel est le regard qui est porté par nos concitoyens quand la fonction est essentiellement féminine. Voilà. Et effectivement, c'est une problématique qui nous concerne tous, puisque les enfants dont s'occupent nos assistantes maternelles, ce sont les futures citoyennes et citoyennes de demain. Voilà. Mais c'est une problématique dont nous nous saisissons, nous travaillons dessus, nous les recevons effectivement demain. D'ailleurs, Erika Vasquez
et moi-même et Madame le maire avec le DGS. La prime, ce n'est qu'une petite partie de l'iceberg. Effectivement, ça ne se joue pas sur les retraites. Il y a d'autres avancées que nous avons fait depuis que nous sommes élus et qui touchent leur rémunération et de ce fait qui agrémenteront un petit peu leur retraite. Voilà. Alors, je vous propose que nous passions au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Donc, 6 abstentions. Donc, c'est noté et donc la délibération est adoptée. Délibération 28-19. Mise à disposition d'un agent municipal au sein de l'EPA La Source au Haillan. Rapporteur, Monsieur Daniel Duclos. Par délibération en date du 28 mars 2018, le Conseil municipal a autorisé la mise à disposition d'un agent auprès de l'établissement public administratif EPA, Centre social La Source, au 15 avril 2018, afin de faciliter le fonctionnement et l'évolution de cette structure. Cette mise à disposition doit permettre à l'EPA de continuer et développer son action sur le territoire communal en faveur de toutes les familles haillanaises. Pour cela, il vous est demandé d'autoriser à compter du 15 avril 2019 et pour un an la mise à disposition d'un agent municipal. Dans ces conditions, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser la mise à disposition auprès de l'EPA à compter du 15 avril 2019 un adjoint d'animation principale deuxième classe à raison de 36 heures hebdomadaires pour un an. D'autoriser Madame le maire à signer avec l'établissement public la convention de mise à disposition selon les modalités précitées. Bien, il s'agit là aussi d'une délibération que nous passons donc depuis maintenant plusieurs années. Est-ce qu'elle appelle des remarques de votre part? On passe au vote. Y a-t-il donc des votes contre? Des abstentions? Donc on la vote à l'unanimité. Délibération 29-19. Protocole de participation citoyenne. Rapporteur, Monsieur Laurent Dupuis-Barter. Ça tombe bien. La loi de 2007, du 5 mars 2007, relative à la prévention... On m'entend? Oui. À la prévention à la délinquance, vu le Code général des collectivités territoriales et de ses articles 22.12 alinéa 1 et 22.12 alinéa 2, vu le Code de procédure pénale normal, son article 11, vu l'instruction nord du 22 juin 2011 du ministère de l'Intérieur portant sur la généralisation du dispositif de la participation citoyenne, considérant qu'il est nécessaire d'apporter une action complémentaire dans la lutte contre les phénomènes d'incivilité, d'insécurité et de délinquance et de cambriolage auxquels se consacrent la police nationale et la police municipale, il convient de mettre en place un dispositif de participation citoyenne. Ce dispositif, conformément à une charte d'engagement, a renforcé la sécurité de proximité en associant la tranquillité et de son environnement immédiat, en favorisant la solidarité, excusez-moi pour le micro, en créant des réflexes élémentaires de prévention et de signalement permettant d'améliorer la réactivité et l'efficacité du service de police. Dans ces conditions, c'est autoriser Madame le maire à signer le protocole de participation citoyenne conjointement avec le préfet de la Gironde et avec le directeur départemental de la sécurité publique de la Gironde. D'autoriser Madame le maire à nommer des référents de quartier acteurs du dispositif.
Merci, Monsieur Dupuy-Barter. Donc, effectivement, ce dispositif de participation citoyenne, nous l'avions présenté lors du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance qui a eu lieu là, il y a quelques semaines. Il vient compléter un dispositif que nous avions voté lors du dernier Conseil sur le rappel à l'ordre. Et il s'agit donc d'impliquer en fait les habitants qui connaissent généralement bien leur quartier dans la prévention de la délinquance et en particulier effectivement notamment sur les incivilités et les cambriolages. Le dispositif a aussi comme attrait, et on l'avait déjà évoqué, de créer aussi du lien entre les gens, c'est-à-dire plus exactement de reconstituer ce lien qu'on a perdu et ce bon sens qu'on a perdu, qui est d'avoir de la solidarité entre voisins. Lorsque mon voisin s'en va, ben, je vais vider sa boîte aux lettres, je vais nourrir le chien, j'ouvre les fenêtres, je baisse le store, je montre qu'il y a de l'activité, je jette un œil pour voir s'il ne se passe rien d'anormal, etc. Donc ça fonctionne en fait sur un dispositif, sur une espèce de trépied. C'est d'une part avoir des bons réflexes de prévention, d'autre part détecter toutes les activités anormales et potentiellement effectivement problématiques, et ensuite bien sûr de signaler ces faits s'ils nécessitent une intervention ou de la police municipale ou de la police nationale. Donc la délibération qu'on vous propose a comme objectif de m'autoriser donc à signer cette convention donc avec les services de police. Et elle nous permettra donc ensuite de désigner, on pense, une quarantaine de référents sur la commune. Il s'agit de référents donc, que nous allons proposer à la police nationale, qui va vérifier leurs antécédents, parce que on va essayer d'éviter d'y mettre des braqueurs de grands chemins, ce genre de choses. Et ensuite, donc, ça serait le comble, et c'est pour ça qu'on vérifie, hein, on n'est jamais assez prudent. Et donc on conviera à une première réunion ces personnes probablement en mai pour les informer. Certaines ont déjà été contactées, nous ont donné déjà leur accord de principe. D'autres qu'on va proposer parce qu'elles nous semblent particulièrement pertinentes du fait de leur activité, du fait de l'endroit où elles habitent. Et donc, on va les inviter, on va leur proposer, leur expliquer un petit peu comment fonctionne le dispositif. Celles qui auront envie d'y adhérer avec nous donc, seront désignées comme référents, et il y aura probablement au mois de juin une installation officielle donc, de ces référents qui ont pour vocation à couvrir l'ensemble des quartiers du Hayan. Voilà. Avez-vous des questions ? Monsieur Chaigne. Juste une petite question. Quels sont vos premiers critères de choix pour désigner ces personnes? Alors, ces critères, ce sont les critères en fait que la police nationale nous a mentionnés comme étant pertinents, à savoir des gens qui sont quand même souvent chez eux. Donc, effectivement, ce sont beaucoup des retraités. Ce sont aussi des gens qui peuvent, par exemple, travailler à domicile. Par exemple, demain, à la réunion concernant les assistantes maternelles, nous allons leur faire la proposition de devenir référentes si elles le souhaitent, parce que quand elles ne sont pas chez elles, elles sillonnent les rues. Et donc, ce sont d'excellentes vigies potentielles pour nous. Ce sont aussi des gens, par exemple, qui marchent beaucoup, qu'on connaît parce que ce sont des personnes qui se déplacent beaucoup à pied ou sur d'autres modes actifs comme le vélo, et qui donc voient des choses qu'on ne voit pas nous nécessairement, qui peuvent emprunter justement des chemins qu'on n'emprunte pas nécessairement en voiture non plus, etc. Donc c'est plutôt ce type de profil qu'on a essayé de rechercher en mixant voilà, des actifs. Il y a quand même beaucoup de jeunes retraités, hein, puisque de fait, voilà, la condition c'est quand même d'être chez soi. Si vous êtes actif, que vous partez le matin à 7h et que vous rentrez à 21h et que vous n'êtes pas là le week-end, évidemment, comme référent participation citoyenne, vous allez peut-être être un peu moins efficace, voilà, que le jeune retraité qui, lui, est souvent dans son quartier et fait voilà, de grandes balades à travers les rues du Hayan. Voilà. Donc c'est principalement ça. On n'a pas réinventé l'eau chaude, hein, c'est-à-dire que ce dispositif existe déjà dans d'autres communes. C'est le cas au Bouscat. Et donc, en fait, on s'est inspiré de ce qui a déjà été fait. Mérignac va signer aussi la convention, là où l'a signé là, ces jours-ci. Et donc, voilà, ça permet d'impliquer les citoyens de manière active, sachant que, bien évidemment, il n'est pas question de créer une milice ou ce genre de choses. Hein. Ce n'est pas du tout le but du jeu, c'est vraiment d'avoir des citoyens actifs qui ouvrent l'œil et qui ouvrent grand les yeux et les oreilles et qui font remonter tout ce qui est susceptible d'être un peu suspect.
Voilà. Monsieur Dupuis-Parterre. Merci. Je tiens quand même à préciser, cette activité est complètement bénévole, elle n'est pas rémunérée par la mairie, ni par les services de police. Et comme vous l'avez précisé, Madame le maire, il ne s'agit en aucun cas de se substituer soit à la police municipale, soit à la police nationale. Ce sont des référents de quartier qui vont faire plus un lien et un tissage au niveau du quartier et peut-être nous faire remonter non pas que des anomalies pouvant être sur la délinquance, mais aussi nous faire remonter dans le cadre, je pense particulièrement à l'été, aux personnes les plus fragiles. Si on a des personnes, elles peuvent s'apercevoir de manière anormale que la maison reste fermée. Ça permet justement de faire remonter et aller voir s'il n'y a pas eu d'incident sur ces personnes. Ça nous permet également de diffuser, ces personnes vont pouvoir également diffuser sur ce qu'on appelle les OTV, les opérations tranquillité vacances. Ça permet de publier certains tracts pour justement que la police puisse d'eux-mêmes faire leur mission qui est de sécuriser les maisons lors des vacances, enfin des grandes vacances. Voilà, donc on expérimente le dispositif, l'idée étant que ce soit opérationnel pour cet été. Voilà. Monsieur Rouzet. Oui, juste une remarque sur cette délibération. À l'heure actuelle, où on parle beaucoup du fait qu'il y ait trop de fonctionnaires en France, il me semble que là, encore une fois, on appelle au volontariat parce qu'il n'y a pas assez de fonctionnaires justement pour remplir leur mission. Alors je dis quand même, soyons prudents, nous avons un service public de qualité, essayons de le maintenir. Alors on ne partage pas tout à fait la même position avec Monsieur Rouzet, on a eu l'occasion d'en discuter parce que clairement quand bien même on aurait un service public top en termes de police nationale, on ne pourra pas avoir un policier devant chaque maison pour surveiller les maisons. Donc l'idée, je vous le dis, moi ce qui m'a plus séduit dans ce dispositif-là, c'est de dire ça va obliger les gens à discuter entre eux. En repérant quelqu'un qui est clairement identifié, un référent de quartier, on va retrouver les réflexes qu'on avait avant et qu'on a complètement perdus parce qu'on a tous tendance à se replier chez soi. Et puis quelquefois, ses voisins, on les voit pas, surtout quand on travaille, c'est pas forcément évident de les croiser. On peut avoir des modes de vie totalement différents. Et j'espère fondamentalement que ça aura au moins cette vertu-là. Et plus, bien évidemment, de pouvoir prévenir un certain nombre de faits délictueux ou criminels qui pourraient... on l'espère le moins possible, se produire sur la commune. D'autres... Absolument, Monsieur Fourcault. Ça me rappelle que quand il y avait eu le Blablac Truck dans le cadre du projet de centre-ville, c'était une remarque qui avait été faite par des collégiens en disant la particularité de Hayan, c'est que c'est une ville où on se dit bonjour. Et effectivement, je pense qu'il faut qu'on réapprenne tous à se dire bonjour. Voilà. Et à commencer par ses voisins. Très bien. Il y a d'autres remarques ou questions sur ce dispositif? On va passer donc au vote. Y a-t-il des votes contre? Un vote contre. Est-ce que vous pouvez parler dans le micro, Madame Mertens? Excusez-moi, je n'y pense jamais. Je pense que tout le monde comprendra pourquoi. Je pense qu'il faudrait d'abord peut-être inciter le personnel administratif, la police municipale, à renouer le dialogue avant de demander aux habitants de devenir acteurs. Mais bon, je crois que vous savez pourquoi tous, hein. Vous avez tous, voilà. Oui, alors comment vous dire qu'avec 11 200 habitants et 3 policiers municipaux, ils font beaucoup d'efforts pour le dialogue, mais c'est ils ne peuvent pas être devant les... Je pense alors qu'il faut leur faire des stages de pédagogie s'il y a des efforts, et puis il faut prévenir aussi les habitants que quand ils vont demander qu'on vienne les aider par rapport à un fait bien précis, ça risque de se retourner contre eux et de ne pas avoir de résultat final. Je pense qu'on ne fait pas du tout la même interprétation, Madame Mertens, mais je pense que nous glissons sur un sujet dangereux et un cas personnel, et je pense que ce n'est pas du tout l'objet ni le cadre dans ce conseil municipal. Non, c'est pas du tout. Madame Guerre. Oui, alors je ne partage pas tout à fait, même pas du tout, votre interprétation de la manière dont la police municipale entretient des liens avec les Hayanaises et les Hayanais. Moi, je tiens plutôt à les remercier du travail qu'ils font au quotidien, réellement, contre les incivilités dont notre ville pâtit, hélas. Donc, il y a
représentants dans la salle, je tiens à saluer la police municipale réellement, notamment les matins, au niveau de nos écoles et au niveau du collège. Voilà. Si nous ne postons pas des policiers municipaux aux abords de nos groupes scolaires, je pense qu'on va assister à une foire d'empoigne. J'ai également les représentants élus des parents d'élèves qui m'ont demandé d'ailleurs de ne plus être comme on l'était jusqu'à il n'y a pas très longtemps dans la sensibilisation, dans l'écoute, mais on nous demande de verbaliser. Voilà, lors des derniers conseils d'école, j'ai eu ce genre de demande. Donc, moi, je crois que nos policiers municipaux sont largement à l'écoute, sont dans la discussion réellement, et je suis comme Madame le maire, ne glissons pas sur des sujets qui pourraient être dangereux pour certaines personnes dans cette... Pour aller dans le sens de Madame Guerre, sachez que parmi les questions qui nous ont été remontées par les assistantes maternelles, justement par rapport à la réunion de demain soir, il y en avait une qui n'était pas une question, mais des remerciements pour la police municipale, du travail qu'ils font au quotidien pour faire en sorte que les voitures ne soient plus garées sur les trottoirs, parce que quand elles ont des poussées de triple, je peux vous dire que c'est extrêmement difficile pour elles de travailler. Donc, je pense que nos policiers municipaux font du bon travail. Parfois, ils sont amenés à le dire un peu sèchement, parce qu'il y a aussi des gens à qui il faut répéter les choses plusieurs fois avant qu'ils les comprennent. Et en tout cas, moi, je continuerai à donner les mêmes consignes, c'est-à-dire qu'on est intransigeant et qu'à partir du moment où on ne respecte pas les règles et qu'on ne respecte pas le code de la route, eh bien, on est sanctionné. C'est aussi clair que ça. Donc, je vous propose que nous passions au vote. Donc, nous avons noté à vote contre. Y a-t-il des abstentions? Donc, nous adoptons la délibération. Merci. Délibération 30-19. Marché municipal, déplacement durant les travaux de la place François Mitterrand. Rapporteur, Madame Anne Gourvenec. Bonsoir à tous. Le marché du Haillan a lieu tous les mercredis matins sur la place François Mitterrand. Les commerçants sont installés au milieu de la place avec leurs véhicules pour laisser les places de parking aux clients. Mais des travaux de requalification de cette place vont démarrer très prochainement, sans doute fin avril 2019. Le nouvel aménagement de cette place permettra d'accueillir plus confortablement le marché et surtout permettra dans un deuxième temps de réaliser une future halle. Environ 8 mois de travaux sont prévus. C'est pourquoi il apparaît nécessaire de déplacer le marché hebdomadaire pendant cette période. Après concertation avec les commerçants non sédentaires, il a été décidé de le positionner provisoirement sur la place Henri Bosse, c'est-à-dire la place de l'église, car celle-ci est située juste à côté du lieu habituel du marché. Pour des raisons de sécurité et de logistique, les commerçants seront installés le long du bâtiment de l'école élémentaire centre, sur l'espace enrobé. Puisqu'il n'y a plus d'école le mercredi, cela ne posera pas de problème. Évidemment, la porte d'entrée pour les enseignants restera toujours accessible. Cette configuration permettra de ne pas condamner de place de parking. Un arrêté municipal fixera la date précise de mise en œuvre, tout comme les modalités pratiques liées à ce déplacement. Dans ces conditions, il est proposé au conseil municipal de décider du déplacement du marché hebdomadaire sur la place Henri Bosse pendant les travaux de la place François Mitterrand. Bien, y a-t-il des remarques ou des questions sur cette délibération? Donc on espère que ça durera le moins longtemps possible. Madame Guerre. Juste pour dire à Madame Gourvenec que nos assistantes maternelles fréquentent assidûment le marché et seront d'autant plus heureuses que la place de l'église va leur favoriser leur activité en poussette. Alors nous passons au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc on l'adopte à l'unanimité. Dernière délibération, 31-19, plan de déplacement des agents. Rapporteur, Monsieur Michel Relais. C'est moi. Bonsoir à tous. Un petit mot de contexte tout d'abord, un rappel. L'article 51 de la loi du 17 août 2015 sur la transition énergétique pour la croissance verte a instauré des nouveautés pour les employeurs publics.
La loi a entre autres rendu obligatoire au 1er janvier 2018 l'instauration d'un plan de mobilité pour toute entreprise de plus de 100 salariés travaillant sur le même site. Un plan de mobilité est un ensemble de mesures qui vise à optimiser et augmenter l'efficacité des déplacements des salariés d'une entreprise ou des agents d'une collectivité pour diminuer les émissions polluantes et réduire le trafic routier. Dans les faits, la métropole bordelaise est la 3e agglomération de France la plus embouteillée aux heures de pointe. Les conséquences pour l'économie commencent à se faire sentir, mais l'impact le plus important reste celui lié à la santé. Augmentation de la fatigue, du stress, des arrêts de travail suite à accidents et des maladies respiratoires. Pour toutes ces raisons, Bordeaux Métropole incite les collectivités, via des contrats de co-développement, à mettre en place un plan de mobilité pour les agents du service public. C'est notre fiche numéro 10 pour ce qui concerne la ville du Haillan. Dans ce cadre, la ville du Haillan souhaite s'engager à promouvoir les moyens et les usages de transport alternatifs à la voiture individuelle. Elle souhaite également engager une réflexion sur l'organisation du travail, avec la possibilité, entre autres, de télétravail, de flexibilité des horaires, d'indemnités kilométriques, etc. L'élaboration de ce plan de mobilité a été confiée à la mission Agenda 21, qui travaille sur ce sujet avec le cabinet du maire, le service des ressources humaines et la direction de la multimodalité de Bordeaux Métropole. Où en sommes-nous de ce plan ce plan de mobilité? Fin mai 2018, une enquête a été menée auprès des agents. Elle a permis de dresser un diagnostic des usages et pratiques, mais aussi de consulter les employés sur leurs souhaits en matière d'évolution de ces modes de déplacement. À l'automne 2018, un document de synthèse a été transmis à chaque agent. Sur la base de ce document et d'une cartographie des lieux de résidence des employés municipaux, et ce, bien entendu, dans le cadre du respect de leur vie privée, un certain nombre d'actions ont été proposées en début d'année à Madame le maire, autorité territoriale pour les agents de commune, en concertation avec le service des ressources humaines. Si le conseil municipal valide ce plan d'action, il est proposé de mettre en œuvre ces mesures courant 2019 afin de pouvoir réaliser une première évaluation au premier semestre 2020. Sont annexés à cette délibération la synthèse, la cartographie et la proposition de plan d'action qui se découpe en deux phases. Une première phase opérationnelle immédiatement et une deuxième phase qui ne pourra être mise en œuvre qu'après avis sur les modalités par le comité technique paritaire. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le plan de déplacement des agents de la ville et la mise en œuvre des actions qui en découlent. Je vous remercie. Alors effectivement, ce sera présenté au comité technique, donc aux représentants des syndicats, vendredi matin, pardon. Voilà. Avez-vous des questions ou des remarques sur ce plan de déplacement? Voilà. Bon, c'est un travail qu'on mène certes pour les agents, mais que nous allons, que Michel Rollet a aussi eu l'occasion de présenter au club des entreprises, puisque effectivement, il faut que tout le monde fasse ses efforts. S'il vous plaît, on va vous demander encore un tout petit peu d'attention. Nous n'avons pas tout à fait terminé. Voilà. Monsieur Chaigne, je sens que vous avez envie d'évoquer le sujet. Non, juste, ça a été évoqué aussi en commission. C'est pour ça que j'ai pas de questions. Très bien, donc c'était clair et lumineux. Très bien. Parfait. Très bien. Donc, nous passons au vote pour ce plan de déplacement. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, on l'adopte à l'unanimité. Avant que vous partiez, je vous rappelle donc que le prochain conseil aura lieu le 22 mai prochain et que d'ici là, le printemps arrivant, nous avons un nombre important de manifestations sportives et culturelles qui nous attendent. Dans l'ordre, les 10 km, la H-Cup, Animasia et le 11 mai prochain, l'inauguration de notre piscine intercommunale au Pinsant. Donc vous recevrez bien évidemment une invitation pour cette inauguration. Commencez à préparer vos maillots de bain. On vous donne rendez-vous le 22 mai. Bonne soirée à tous.